journal officiel de la République tunisienne le 30 juin 2022, tard dans la soirée, vient de mettre définitivement fin à la Constitution du 27 janvier 2014, issue de la Révolution de 2011, et élaborée par un pouvoir constituant originaire, en l'occurrence l'Assemblée nationale constituante, qui a été élue en 2011 et qui a terminé son travail en 2014. Ce projet de nouvelle constitution pour une nouvelle république s'inscrit dans une suite d'événements déclenchés suite au coup de force du 25 juillet 2021 en Tunisie. Gel, puis dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple, disqualification et suspension d'une partie de la Constitution de 2014, dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, instauration d'un conseil provisoire à sa place, révocation de juges pour méconnaissance de toutes les formalités substantielles et de tous les principes de la présomption d'innocence, la garantie des droits de la défense et du procès juste et équitable. Du 25 juillet 2021 au 30 juin 2022, les scènes politiques, juridiques, sociales et économiques tunisiennes ont connu sous leurs effets un véritable bouleversement, justifié par l'état d'exception. On est rentré dans une zone ténébreuse de non-droit. L'état de droit, en effet, a été mis à bas dans l'un de ses principes fondamentaux, à savoir la séparation du pouvoir, et ce par la concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République, concentration non seulement, comme on le lit tous les jours, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, mais aussi du pouvoir constituant et d'une bonne partie du pouvoir judiciaire. L'ordre constitutionnel a subi un dysfonctionnement, a subi une monstruosité juridique, dans la mesure où désormais les décrets du président de la République priment sur la Constitution, et ce, avec la bénédiction des juristes. Dans le sillage de ces mesures d'exception, une commission nationale consultative de la nouvelle République a été mise en place. Boudée par les principaux acteurs de la vie politique et de la société civile, notamment les JPP, et par les doyens des facultés de droit et directeurs des instituts juridiques. Elle rend son projet le 20 juin 2022 dans l'ignorance des aspirations d'un véritable dialogue national et d'une participation démocratique des citoyens et des citoyennes à leur devoir constitué, à leur devenir constitutionnel. La Tunisie fait face désormais à un projet soutenu par les uns et fortement critiqué par le reste. Les arguments critiques fusent de toutes parts concernant l'opportunité politique d'une nouvelle constitution, les valeurs qu'elle porte, au point de vue des libertés et des droits fondamentaux, son architecture, les garanties de la séparation des pouvoirs, enfin, ses organes de contrôle et de mécanismes de régulation démocratique. Ce projet, qui sera soumis au référendum le 25 juillet 2022, dans quelques jours, dispose de nouvelles règles constitutionnelles, un nouveau discours et de nouveaux traits du régime politique tunisien
qui suscite inquiétude et lecture critique. C'est dans ce sens donc que notre laboratoire de recherche en droit international, juridiction internationale et droit constitutionnel comparé de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis organise cette matinée de réflexion intitulée « D'une constitution à l'autre, analyse et perspective ». Il s'agit d'un débat académique et universitaire que nous ouvrons aujourd'hui en toute sérénité, en toute quiétude, pour précisément voir le bien fondé juridique, constitutionnel de ce qui se prépare. Donc, le programme prévoit un certain nombre de contributions qui seront présentées par votre serviteur, par Sénat, votre servitrice, par Mouna Kraïm, par Khaled Dababi, par Wafa Zafran, qui, je ne sais pas si elle nous a rejoint pas encore, elle arrivera sans aucun doute, et par Walid Ahmed. Il s'agit essentiellement d'introduction à un débat, à un échange d'idées, à une réflexion. Donc, après ces présentations, nous ouvrirons un débat qui nous retiendra, j'espère, jusqu'à 13h. C'est déjà beaucoup, 13h, en cette journée caniculaire. Mais que voulez-vous, c'est le moins qu'on puisse faire. Donc, après votre autorisation et après cette présentation, je vais commencer par la première des interventions, celle qui m'a été attribuée d'autorité, je vous l'avoue. La Constitution de 2014 est-elle la raison de nos malheurs? À ce propos, je voudrais commencer par un petit rappel. Recevant le 9 décembre 2021, 3 de nos collègues, professeurs universitaires, et non des moindres, 2 de nos anciens doyens, le président de la République, Kais Saïd, par ailleurs notre collègue, imputé à la Constitution du 27 janvier 2014 tous les problèmes et malheurs vécus par le pays depuis environ une décennie. Décennie qu'on appelle d'un trait de vue la décennie noire, comme si pour rappeler la décennie noire connue par l'Algérie, ce qui n'a évidemment rien à voir. La décennie passée a été loin d'être une décennie noire. Le président de la République, lors de cette réunion, avec ses 3 collègues et maîtres par ailleurs, prosternés devant lui, déclarait sans aucune nuance, je le cite, in extenso, le problème en Tunisie, dit-il, le problème en Tunisie aujourd'hui est constitutionnel, en raison de la Constitution de 2014, qui s'est avérée n'être plus valide et ne peut pas continuer à être mise en œuvre car elle n'a aucune légitimité. Car elle n'a aucune légitimité. Il ajoute, la voie est devenue claire, elle consiste à revenir au peuple d'une manière nouvelle et complètement différente. C'est toujours le président qui parle, une solution juridique basée sur la volonté du peuple d'une manière nouvelle et complètement différente s'impose. Le président de la République, dans cette déclaration, occulte d'abord le fait que l'Assemblée nationale constituante, qui a élaboré la Constitution de 2014, a été élue
au suffrage universel direct lors d'élections transparentes, honnêtes, supervisées par une instance supérieure indépendante des élections, présidée par une personne au-dessus de tout soupçon, Kamel Jadot. Cette assemblée, dont les travaux ne nous emploient plus à tous, et qui ont pris du temps, et qui a pris elle-même des libertés avec les textes de l'organisant, et que ne s'est décidé qu'après le fameux sitting du départ, a élaboré une constitution différente d'un projet dont je parlerai tout à l'heure, le projet du 1er juin 2013. Et elle a adopté la Constitution à la quasi-unanimité dans une atmosphère de liesse et de joie indescriptible. Que ce soit au Palais du Pardo ou dans les foyers où nous suivions tous le déroulement de cette séance historique de la nuit du 26 janvier 2014. Promulguée lors d'une séance solennelle tenue par l'Assemblée constituante du 27 janvier, où ce qu'on appelait à ce moment-là les 3 présidents ont apposé leur signature pour authentifier le texte, cette constitution est progressivement entrée en vigueur. Nous avons, dans le cadre de ce laboratoire, périodiquement, à chaque 27 janvier, consacré une séance ou un colloque de bilan à cette constitution. Nous avons ainsi organisé un colloque sur la constitution tunisienne 2 ans après, la constitution tunisienne 3 ans après, la constitution tunisienne 4 ans après. Et nous avons dressé des bilans sans aucune concession, sans ménager personne, en mettant en exergue les points forts de cette constitution et les points faibles de cette constitution. Et nous avons, personnellement en tout cas, toujours, depuis la promulgation du texte, et vous pouvez le vérifier à travers les communications, mais aussi à travers mon manuel du droit constitutionnel, toujours critiquer l'architecture, ou ce que j'ai appelé l'ingénierie constitutionnelle défaillante de cette Constitution. Nous étions 2 et seulement 2 à appeler à la révision de cette Constitution. Parmi les juristes, votre serviteur, parmi les hommes politiques égyptiens. Dès la première année, nous avons dit que cette Constitution doit être adoptée, doit être révisée, car elle est source, certaines de ces dispositions sont source de conflits de compétences, notamment entre le président de la République et le chef du gouvernement d'une part, et entre l'Assemblée des représentants du peuple et le pouvoir exécutif d'autre part. Le président de la République, M. Patrice lui-même, a reconnu en 2018, à l'occasion de la fête de la République, que la Constitution devait être révisée et qu'elle ne pouvait pas continuer à régenter de cette manière les rapports entre les pouvoirs. Et nous avons vu le fonctionnement calamiteux des 2 assemblées des représentants du peuple, que ce soit la première élue en 2014 ou la deuxième élue en 2019. Et nous comprenons parfaitement la réaction populaire de ras-le-bol qui
s'est manifesté le 25 janvier 2021 lors de manifestations un peu partout dans le monde. Certaines n'étant pas tout à fait innocentes de ces manifestations, évidemment. Le slogan brandi lors de ces manifestations a été « Le peuple veut la dissolution de la AFP ». Et il n'a jamais été question, comme en 1864, lors de la révolution de Belvedere, de le remplacement de la Constitution ou de la mise en échec de la Constitution. Le slogan populaire avec lequel, il faut l'avouer, beaucoup de personnes ont sympathisé et que beaucoup de personnes ont appuyé, a été simplement de se débarrasser de cette AFP, même au prix d'une entorse aux règles constitutionnelles. Or, qu'est-ce que nous avons eu le 25 juillet 2021? Nous avons eu une proclamation de l'état d'exception en vertu, nous dit-on, de l'article 80 de la Constitution. État d'exception proclamé qui n'a rien à voir avec l'article 80, puisque aucune condition de fond et aucune condition de forme n'ont été respectées. Par conséquent, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que tout le mal qu'a connu le pays provient de la Constitution? Est-ce que la crise financière, la crise des finances publiques, le déficit budgétaire abyssal que connaît notre pays depuis quelques années, est-ce l'endettement démesuré que connaît notre pays, est-ce l'absence de réaction à la pandémie du Covid et le nombre faramineux de décès au 25 juillet 2021, c'est-à-dire 22 000 décès sur une population de simplement 10 millions, disons, qui habitent en Tunisie, est-ce que tout cela est dû à la Constitution? Est-ce que l'incurie administrative, est-ce que l'incurie de l'administration fiscale, est-ce que l'incurie du système sanitaire, est-ce que l'incurie du système de la sécurité sociale, est-ce que l'incurie du système et de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont imputables à cette pauvre Constitution? Notre très regretté collègue Guy Carcassonne, je l'ai cité à plusieurs, nous dit qu'une bonne Constitution peut suffire à faire le bonheur d'une nation, mais une mauvaise peut entraîner son malheur. Je suppose que la Constitution de 2014, puisqu'on nous dit qu'elle est mauvaise, elle est à l'origine du malheur du peuple. Est-ce que ce postulat est vrai? La Constitution du 27 janvier 2014 a-t-elle été à l'origine du malheur du peuple tunisien, de l'appauvrissement du peuple tunisien, de la famine du peuple tunisien? Rien n'est moins sûr. En effet, la Constitution de 2014, comme nous l'avons souvent affirmé dans le cadre de ces réformes, si elle n'est pas, comme l'avait prétendu Moustapha Jacques, à propos du projet de constitution du 1er juin 1993, la meilleure constitution du monde, la constitution finale du 27 janvier 2014 n'est sûrement pas la plus mauvaise constitution. Et plus particulièrement, je dirais que la Constitution de 2014 n'était pas une mauvaise Constitution. C'est une Constitution qui a consacré des principes jusque-là
jamais consacré en droit public tunisien, et plus particulièrement en droit constitutionnel tunisien. Je ne vais pas aujourd'hui disserter sur la Constitution de 2014. Ces chapitres 1er et 2 sont une référence de conformité aux standards internationaux des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 49 de la Constitution de 2014 est en lui-même une constitution. Lorsqu'il énonce qu'aucune limite aux droits et libertés ne peut toucher la substance du droit et de la liberté, et que les limites nécessaires que tout le monde admet aux libertés ne peuvent être que proportionnelles au mal que produirait la liberté. C'est vrai, la Constitution a institué, contrairement à ce qu'on dit et à ce qu'on crie sur le droit, non pas un régime parlementaire, elle a institué un régime monstrueux. Un régime monstrueux avec un président de la République élu au suffrage universel direct, mais avec très peu de compétences. Où il est appelé le plus souvent, comme disait le général de Gaulle, à inaugurer des chrysanthèmes. Avec un chef du gouvernement, théoriquement très fort, mais c'est un colosse au pied d'argile, car il ne peut pas faire un pas sans revenir à une assemblée omnipotente dont le mode de scrutin a favorisé l'excitement, l'incohérence, l'indiscipline, l'anarchie, etc. Donc, je ne pense pas que le malheur de la Tunisie puisse être expliqué par la faiblesse, par la mauvaise constitution de 2014. Et si on revient à certains faits, nous allons précisément voir que le problème de la Tunisie n'était pas un problème constitutionnel. Le problème constitutionnel est un problème qui ne se pose pas en amont, il se pose toujours en aval. Au lieu d'attaquer les problèmes structurels de l'économie tunisienne et de la structure sociale de la Tunisie, le président de la République occulte tout ça. Il refuse même d'en parler. Jamais depuis son investiture, il n'a fait un discours pour faire en quelque sorte l'état de la nation sur le plan budgétaire, sur le plan économique. Voilà un pays qui navigue à vue, qui n'a plus de plan de développement depuis déjà quelque temps. Voilà un pays dont la loi de finances est un simple texte juridique qui ne correspond à aucune réalité des finances publiques. Voilà, je ne parlerai pas en la présence de la Bible, une cacophonie de textes fiscaux qui constitue une véritable forêt vierge pour celui qui veut s'y introduire. Alors, à cela se sont ajoutés en effet des problèmes constitutionnels et institutionnels. D'abord, une absence chronique d'une majorité parlementaire cohérente dont aurait été élu, issu, un gouvernement homogène. Il en a résulté une suite de gouvernements avec des alliances contre nature et des coalitions gouvernementales non solidaires où les ministres se faisaient des croche-pieds quotidiens les uns contre les autres. Des partis politiques faibles, des partis politiques insignifiants, sans base populaire véritable. Des chefs de gouvernement sans assise politique, sans aucun charisme. Rappelez-vous, si on faisait là une galerie des chefs de gouvernement
de 2011 à ce jour, vous verrez s'il y a vraiment un homme politique dans tous ces chefs de gouvernement. En 2021, commencent les blocages. Les blocages dus en grande partie au chef de l'État lui-même. Le chef de l'État a exacerbé la crise constitutionnelle. D'un simple abcès, nous sommes passés à un corps cancéreux, métastasé. D'abord, les blocages, évidemment, il y en avait au niveau de la RP. Mais on arrivait souvent à les surmonter. Notamment le blocage de certains projets de loi restés dans le tiroir. La fameuse loi sur l'urgence économique présentée par le chef du gouvernement, Habib El-Sid. Le blocage ou les retards dans la mise en place des institutions constitutionnelles. Le Conseil supérieur de la magistrature, l'ISI, les instances constitutionnelles indépendantes, la Cour constitutionnelle, le pouvoir local. Évidemment, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais c'est au niveau du président de la République que les blocages ont commencé. Et ils ont commencé avec, je le pense, un objectif déterminé. C'est d'arriver précisément à la base. Ça commence par la nomination de chef du gouvernement illustre, inconnu presque, que personne n'a proposé ou presque. Le président de la République choisit dans un premier temps M. Farfet, qui a été proposé par un seul parti politique, je pense. Son gouvernement fait long feu, 4 mois seulement, à cause d'une sulfureuse affaire d'intérêt de contradiction d'intérêt, de conflit d'intérêt. Ensuite vient le gouvernement de M. Michichi, il nomme M. Michichi, que personne n'a proposé. Il le sort du chapeau du magicien. Ensuite, il y a eu la crise de la prestation de serment. Le chef du gouvernement opère un remaniement ministériel. Le président de la République accuse les gens comme ça, sans preuve, d'avoir des affaires, etc. Et refuse de recevoir les nouveaux ministres et secrétaires d'État pour prêter serment. Le gouvernement est bloqué et il fonctionne avec des ministres intérimaires. Ensuite, vient l'affaire de la modification de la loi sur la Cour constitutionnelle et le veto opposé par le président de la République à la modification de la loi, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, pour aller vite, en supposant que la Constitution de 2014 a été à l'origine des malheurs du peuple tunisien, la Constitution de la Nouvelle République, qui sera soumise à référendum le 25 juillet prochain, et en cas d'adoption, ouvrira-t-elle une ère de bonheur, une ère paradisiaque, une ère où régnera l'équilibre budgétaire, où régnera la justice sociale, où la pauvreté sera éradiquée, où le système universitaire deviendra performant, où le bac tunisien ne sera pas un bac de tricherie et de fausse copie, etc., etc. Là aussi, ma réponse est catégorique. Bien évidemment non, car je reviens à notre ami Carcassonne, que Dieu ait son âme, une constitution ne peut pas faire le bonheur du monde. Ce qui peut faire le bonheur d'un pays, c'est la bonne gouvernance, c'est la transparence et l'état de droit, bien évidemment. Donc, cette constitution ne fera qu'accentuer la division. Elle consacrera l'hégémonie présidentielle et l'impunité totale du président de la République, impunité politique et pénale. Elle instituera surtout le régionalisme et cette arouchia et ce démon, le démon berbère que le président Bourguiba dénonçait et dont il avait peur pour l'avenir de ce pays.
Étant passé de la meilleure constitution du monde à la plus mauvaise constitution du monde, je dirais oui, peut-être. Je vous remercie.